7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Paris, Toulouse, Londres, Bologne en Italie. Depuis mardi, l'Occident s'embrase dans des manifestations pro-Palestine après les frappes d'Israël à Rafah, entre autres. L'indignation internationale continue contre l'État hébreu depuis le nouveau bombardement d'un camp de réfugiés dans la nuit de dimanche à lundi. Pour les nombreux manifestants, Israël a du sang sur les mains. Alors comment apaiser le débat? Peut-on en finir avec ce conflit vieux de 75 ans et aux répercussions considérables pour notre pays? On en parle ce matin avec nos trois invités. Aurélie Assouline qui nous rejoindra dans un petit instant. Myriadec Raffray, journaliste à Valeurs Actuelles, et Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire spécialiste des questions de géopolitique, auteur de plusieurs ouvrages que je ne manquerai pas de citer en fin d'émission. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, attendez, on commence par la première question, je vais y arriver. Mardi, le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a été exclu de l'Assemblée nationale pour 15 jours après avoir brandi un drapeau palestinien en hémicycle. La séance a été suspendue, les insultes ont fusé. Sébastien Delogu a même été insulté par le député Meyer Habib qu'il a ensuite traité de porc. Ouais, c'est Meyer Habib qui s'est fait insulter. Bonne ambiance. L'exclusion est une lourde sanction. Pierre Conessa, pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? Des postures des deux hommes, je les trouve ridicules. Je trouve aussi ridicule de mettre un drapeau palestinien que la position de Meyer Habib, qui était totalement intolérable, c'est-à-dire qu'il ne prend que fait et cause. Pour lui, les Palestiniens n'existent pas. Bon. Donc ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de transposer ici le conflit. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire, il y aura toujours un abruti qui va dire, mais le juif d'à côté de chez moi, finalement, c'est nationaliste, et donc je vais le buter, je vais le frapper, etc. Et à l'inverse, si vous voulez, on va avoir des postures totalement inadmissibles, comme si les victimes palestiniennes n'existaient pas. Bon. Donc moi, je suis français, et c'est ça sur lequel le gouvernement doit être totalement intolérable. Totalement, ferme. Voilà. Oui, parce que ça a pris une dimension un petit peu particulière. Ça entre en hémicycle avec des manifestations des députés. Est-ce que Myriadec Raffray, ça c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets Alors permettez-moi d'abord de vous dire bonjour et de vous remercier pour votre invitation et d'avoir le plaisir d'être à côté de Pierre Conessa, qui est quelqu'un qui est réputé sur ces questions-là depuis des années. Merci. Voilà, donc c'est quelqu'un de froid dans sa tête. Moi je pense que c'est ridicule. Des dizaines, des centaines, des milliers de civils, des hommes, des femmes, des enfants sont tués chaque jour. Des centaines de soldats israéliens meurent aussi depuis 7 mois. C'est ridicule, franchement. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Ce conflit est un conflit que moi j'appelle un conflit historique et peut-être même un conflit biblique, contrairement à certains qui le résument uniquement ou voudraient le résumer uniquement à un conflit territorial. C'est un conflit qui peut embraser le Proche-Orient si l'on n'y prête pas garde. Et pendant ce temps-là, ces gens-là s'amusent dans l'hémicycle. Non, sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Est-ce qu'on peut parler, parce qu'il y a aussi le jeu de la sémantique, est-ce qu'on peut parler de guerre civilisationnelle plus que d'un combat effectivement juste territorial ou... Peut-être, oui. Il y a un pan de ce conflit qui est effectivement civilisationnel. En fait, ça dépend comment on voit les choses. Si on regarde les choses actuellement, on voit bien qu'il y a un combat entre le terrorisme et l'ordre, l'État, la nation. Ça, c'est un combat, je dirais, actuel. La question, c'est dénie-t-on à Israël le droit de se défendre contre le terrorisme et passe-t-on par pertes et profits le terrorisme de ceux qui sont encagés, comme le disait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2009, dans la plus grande prison du monde, à ciel ouvert depuis des années. C'est ça le sujet, voilà, pour moi en tout cas. Pour vous, Pierre Conessa? Oui, moi je me bats depuis des années contre cette idée de guerre contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est un mode d'action. Rappelez-vous, les résistants français étaient qualifiés de terroristes par les Allemands. Bon. Donc, quand on arrêtera de dire le terrorisme, c'est le problème, non, on repartira sur l'origine politique des questions et donc on comprendra. Là, encore une fois, le terrorisme est une arme du faible au fort. Donc, si on dénie aux faibles, si vous voulez, le droit de se défendre, effectivement, on est parti sur une guerre qui sera une guerre d'occupation. Bon. Sur le fond, effectivement, ce qui est horrible dans cette situation, c'est qu'on a d'un côté, effectivement, un massacre qui a pris des otages. En face de ça, vous avez une réplique militaire totalement disproportionnée, parce que je ne connais pas de bombe de 600 kilos qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un terroriste. Hein. Et d'autre part, rappelez-vous que quand il y a eu des échanges d'otages contre prisonniers, les Israéliens avaient imposé que les prisonniers libérés n'aient pas de sang sur les mains. Bon, c'est d'accord. Alors pourquoi étaient-ils en prison? Parce qu'ils avaient jeté des pierres sur l'armée israélienne?
voyez ce que je veux dire? On est dans un système de deux standards sur lequel il faut, nous en tout cas, être totalement intransigeants. C'est la seule manière d'éviter le transport, le déport de cette guerre chez nous. Alors, je voudrais peut-être ajouter une vision un peu complémentaire à cette analyse que je partage assez. Simplement, le problème, c'est, comme tous les militaires le savent, comment fait-on la guerre dans un environnement urbain? Voilà. Sait-on faire la guerre aujourd'hui dans un environnement urbain sans tout casser, sans prendre des risques, sans pousser même les standards classiques habituels du dommage collatéral? Voilà, la question elle est là aussi. C'est qu'à un moment donné, moi je ne connais pas de conflit en zone urbaine dans lequel les villes, les villages, les maisons, etc. soient détruites. Regardez ce qui s'est passé pendant la reconquête par la coalition occidentale des zones tenues par Daesh à la fin des années de 2014, 2015, jusqu'à 2017. Impunément parce que c'était le camp des vainqueurs, la coalition occidentale a rasé Raqqa, a rasé une partie de Mossoul. Il y a eu énormément de morts civiles et on n'a pas crié au loup, vous voyez. Donc, Mais pourquoi aujourd'hui? En fait, c'est le débat qui dénature le combat? Non, je veux pas dire ça. Je veux dire qu'à partir du moment où on engage une armée technologique, on engage une armée contre dans un rapport de force qui est asymétrique dans un environnement urbain, si vous êtes le chef militaire et que vous voulez limiter les pertes, à un moment donné, il y a un véritable problème sur les conséquences de cette action, je pense. Alors, je vous propose de... Allez-y. Il y a un aspect qui me paraît aussi très important, c'est que toutes les guerres modernes sont des guerres de propagande. Alors, vous appelez ça communication, propagande, ce que vous voulez, mais enfin, chacun a sa version. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Vous savez, depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, vous avez des temps de bonne conscience qui disent qu'il faut le déférer devant la Cour pénale internationale. Bon. Le problème, c'est quand je demande si George Bush est dans la salle d'attente, on ne me répond pas. Parce que rappelez-vous que George Bush a fait plus de morts en Irak, ce que disait monsieur, que pour le moment Poutine en a fait en Ukraine. Et en plus, rappelez-vous que c'est parti sur un mensonge. Un mensonge devant l'Assemblée générale de l'ONU. Bon. Est-ce que quelqu'un a demandé qu'il soit déféré devant la Cour pénale? Alors vous dites, mais non, ils n'ont pas signé. Ah oui, mais les Russes non plus, ils n'ont pas signé le traité de Rome. Donc je veux dire, arrêtons cette hypocrisie de cette bonne conscience. Et pour revenir sur le point dont vous parliez... Rapidement, parce qu'il est 8h, on doit... Ok, écoutez, juste une chose, c'est que tous les gens qui aujourd'hui prennent fait et cause pour ce conflit ne veulent pas y aller. Hein. Ah oui, ça c'est intéressant. Écoutez, on continue, on en parle juste après le bulletin d'actualité d'Alice. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Avec Myriam Descraffret, Pierre Conessa et Aurélie Assouline qui vient de nous rejoindre. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes élue Les Républicains dans le 17e arrondissement de Paris, présidente de l'association du 7 octobre. Alors on parlait tout à l'heure des tournures, des débats, on va dire, concernant le conflit israélo-palestinien, notamment de certains événements au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous avez certainement assisté à ces séquences. Est-ce que vous pensez, vous, qu'un débat apaisé, intelligent, avec une autre envergure peut avoir lieu, notamment dans l'hémicycle, mais de façon plus générale, en fait, en France? Je pense que déjà, a priori, il faudrait qu'on ait en face de nous un gouvernement régulier pour pouvoir débattre. C'est pas à nous, nous Français, de prendre position sûrement, mais de débattre de s'il faut un cessez-le-feu ou pas un cessez-le-feu, c'est pas nous qui décidons. Donc il y a un vrai noyautage de ce conflit qui est fait par l'extrême gauche française dans un cadre d'élections européennes qui devient une campagne complètement nauséabonde et antisémite. C'est pas tellement à nous de débattre sereinement ou pas sereinement. Il faudrait déjà qu'on arrive à avoir dans Gaza, en tout cas en Palestine, si on veut parler de la Cisjordanie aussi, avoir un gouvernement régulier, démocratique, avec lequel la communauté internationale pourra discuter. Pierre Conessa. Écoutez, moi je trouve qu'il y a deux radicalismes face à face. Il y a évidemment le Hamas, qui s'est consolidé sur Gaza après avoir gagné une première fois les élections, mais qui ensuite n'a pas remis en cause son élection. Et puis en face, vous avez Netanyahou. Netanyahou est un radical qui se refuse à toute forme de négociation avec les Palestiniens. N'oubliez pas qu'actuellement, vous avez une recolonisation de la Cisjordanie par des juifs radicaux qui créent des colonies illégales protégées par l'armée. Si ça, vous n'appelez pas ça du radicalisme, alors moi je suis pour que justement le gouvernement français dénonce les choses exactement de la même manière des deux côtés. Vous savez, si les gouvernements démocratiques étaient pacifistes,
George Bush n'aurait jamais déclenché la guerre en Irak et en Syrie et en Afghanistan. Donc écoutez, arrêtez de penser que sous prétexte qu'il y a une démocratie d'un côté, on a le bon camp et puis de l'autre côté, on n'a que des méchants. Non, il y a des démocraties. Rappelez-vous qu'il y a un certain nombre de dictateurs qui ont été élus par les urnes. Bon, Netanyahou en fait. Alors, je vous rappelle qu'il y a, pardon, excusez-moi, il y a un gouvernement de coalition aujourd'hui. Il y a eu un gouvernement Netanyahou avant le 7 octobre. Depuis que l'État d'Israël est en guerre, il y a un gouvernement de coalition et ce n'est pas le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement de coalition qui prend tous les partis politiques israéliens. C'est dans ce gouvernement qu'il y avait un ministre qui avait dit qu'on pouvait utiliser l'arme nucléaire sur Gaza ? C'est dans ce gouvernement-là ? Alors écoutez, arrêtez. Ce gouvernement peut être un gouvernement de coalition, c'est quand même un gouvernement qui se refuse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre et que tous les partis politiques sont en coalition pour réussir à avoir des voisins déradicalisés. Maria Descraffray. Oui, alors je crois que là, c'est un des problèmes, puisqu'en fait, on peut parler du passé pendant des années, mais en fait, la question, c'est pourquoi fait-on la guerre ? La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Or, les dirigeants militaires de Tsahal aujourd'hui, publiquement, mettent en garde, voire même peut-être dénoncent le fait que ce gouvernement, qui est dirigé par Benjamin Netanyahou, n'a pas d'objectif politique. Voilà. Ça, c'est grave. On a cassé Gaza, on a fait des dizaines, je le répète, des centaines, des milliers de morts. Pour quel objectif ? Le patron de l'armée israélienne lui-même, le général Halevi, a dit, si ça continue, c'est une guerre de Sisyphe, une guerre sisyphéenne. Je reprends l'expression qu'il a lui-même employée dans les médias israéliens il y a une quinzaine de jours. Donc il y a un vrai sujet. Et on voit bien que Netanyahou, qui est en fait otage à la fois de son aile droite pour tenir sa majorité plus ou moins branlante et de son aile gauche qui manifeste, dont les opposants manifestent toutes les semaines, tous les week-ends dans les rues de Tel Aviv, au lieu de sortir de l'ambiguïté, surtout ne sort pas de l'ambiguïté. Et d'ailleurs, comme évidemment la nature a horreur du vide, ceux qui parlent à sa place, c'est son aile droite. Et son aile droite tient des propos qui sont relativement inquiétants sur la suite. Donc pas d'objectif politique, ça veut dire pas de maîtrise du conflit non plus, donc mais pas de limite. Quand ça s'arrête. Ouais. Moi je trouve qu'il y a un objectif politique, c'est d'exterminer les Gazaouis. Écoutez, quand on donne l'instruction... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Elle vous laisse terminer. Écoutez, il y a un débat ou il n'y a pas de débat ? Attendez. Chacun son tour. Je veux bien débattre avec des personnes chacun qui sont son tour. Alors, Aurélie Assouline, je vous passe la parole juste après Pierre Canessa. Quand au début du conflit, Benjamin Netanyahou donne instruction à 1 million de Gazaouis, pour que vos auditeurs le sachent, Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort. À Belfort, il y a 50 000 personnes. À Gaza, il y a 1 300 000 personnes. Quand au début du conflit, Benjamin Netanyahou dit à 1 million de Gazaouis, descendez vers le sud parce qu'on va bombarder, vous avez des gens qui vous disent, oui, mais c'est pour les protéger. Attendez, qu'est-ce que ça s'appelle de l'épuration ethnique, ça ? Donc arrêtez de faire semblant que parce qu'on a une démocratie d'un côté, il n'y a que du bien. C'est pas vrai. Vous avez, on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, Benjamin Netanyahou, et c'est une ligne dure, et il n'affiche pas son objectif politique puisque c'est d'en terminer avec Gaza. Évidemment, je comprends qu'il ne veuille pas le dire. Aurélie Assouline, c'est à vous. Je trouve ça hallucinant. En fait, vous critiquez énormément Benjamin Netanyahou. Je ne suis pas élu en Israël. Je n'ai pas critiqué tel ou tel gouvernement. C'est un premier point. En revanche, ce qu'il faut savoir, donc je voudrais parler de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été dans Gaza parce que personne n'a voulu s'en occuper jusqu'en 2005. En 2005, il y a eu une négociation pour que l'État d'Israël quitte la bande de Gaza. Aujourd'hui, vous laissez la seule charge de la responsabilité de la guerre à visiblement Netanyahou, en sachant que personne n'a l'air de s'horrifier du fait que les frontières égyptiennes sont fermées. Et elles ne sont pas fermées du fait d'Israël. Bien sûr. À partir du moment où on parle de génocide, on parle d'une épuration ethnique en visant des personnes, tous les civils. Je pense que, vu la force de frappe de Tsahal, ça fait bien longtemps que tout le monde serait mort si c'était l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'éradiquer plus de 20 000 personnes encore, ou 30 000 personnes, je crois, qui sont des soldats et des dirigeants ou des militaires, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, en tout cas des terroristes du Hamas, qui sont au milieu de la population civile. Je crois que l'armée israélienne est quand même très forte pour faire des frappes ciblées, etc. Il peut y avoir des accidents, c'est terrible, et aucune mère n'a à pleurer son enfant, et évidemment, on n'a pas envie de voir de morts civiles.
Ça, c'est une première chose. En revanche, on a des accidents dans des guerres. C'est une guerre. Et j'aimerais bien vous voir vous offusquer des Ouïghours ou des Syriens. Enfin, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Le Hamas a été élu par les Gazaouis à plus de 77%. Donc, il y a déjà un sujet de civils à protéger, mais aussi à dénazifier par la suite. Et ça serait bien que l'Égypte ouvre ses frontières pour laisser sortir les civils et laisser Israël faire cette guerre qui est compliquée, qui n'est pas seulement, vous parlez du territoire de Belfort en comparaison, je vous rappelle qu'il y a entre 500 et 700 km de souterrain. Myriam Crafray. Oui, enfin, on peut effectivement élargir le panel. Dans cette affaire-là, effectivement, en fait, personne ne veut véritablement gérer ce problème des Palestiniens. On voit bien aussi que les gouvernements arabes ne disent rien dans cette affaire. Il y a... vous savez, quand les États-Unis sous Trump ont quasiment... on pensait qu'ils avaient résolu... Enfin, qu'ils avaient mis sur la place publique une sorte de paix entre Israël et le monde arabe avec les fameux accords d'Abraham. Beaucoup, et je le confesse, j'en étais, on pensait que la cause palestinienne serait mise sous le tapis, voilà, et on n'en parlerait plus pour des raisons pragmatiques, de business, il fallait avancer. Et en fait, cette cause arabe, cette cause palestinienne, elle a éclaté à la face, notamment en particulier des gouvernements arabes, avec cette affaire du 7 octobre, et tout le monde s'est aperçu que c'était pas du tout géré. La rue arabe aujourd'hui est celle qui défend la cause palestinienne, alors que les gouvernements arabes ne le font pas pour plein de raisons. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'il faut, si on élargit la focale, alors à ce moment-là, il faut mettre sur la table toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce qu'on fait demain de cette bande de Gaza qui est rasée? Je le rappelle, il y a un rapport qui a été co-signé par l'ONU et la Banque mondiale qui date du mois de mars. Ce rapport, alors peut-être que les chiffres sont à revérifier, mais il donne une indication de ce qui est de la réalité de la bande de Gaza. 70% de destruction des maisons, 80% de destruction des infrastructures de santé, 90% de destruction des routes, quasiment à l'arrêt total des systèmes de production d'eau et d'électricité. Bon, ça c'est une réalité. Qu'est-ce qui va se passer après la guerre, quand on aura, si un jour Tsahal réussit à neutraliser entièrement les combattants du Hamas, qui restent encore à démontrer? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le sujet. Donc à un moment donné, il va bien falloir en parler. Voyez, donc voilà. Donc il faut que tout le monde se mette autour de la table à un moment, prenne le bébé palestinien dont beaucoup de personnes ne veulent pas en réalité s'occuper, et discutent de l'avenir des Palestiniens. Je crois que Madame a soulevé un point qui est effectivement extrêmement important, et ça a été rappelé. L'extraordinaire hypocrisie des régimes arabes à l'égard de la Palestine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Égypte ferme la frontière, c'est aussi pour dire c'est pas à nous de gérer la question de Gaza. C'est-à-dire si finalement on ouvre et qu'on accueille les réfugiés palestiniens, ça veut dire qu'on soulagera la pression, etc. Bon. Rappelez-vous quand même qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a de l'argent et de l'espace, a pris autant de Palestiniens que le Canada. C'est pour vous donner une idée, si vous voulez, de la solidarité à l'égard des Palestiniens. Avec un argument très hypocrite, c'est qu'effectivement, si on permet aux Palestiniens d'émigrer, on réglera la question. Bon. La deuxième chose, effectivement, qui reste, c'est, monsieur a parfaitement raison, aujourd'hui, il n'y a pas d'illégitimité d'un côté et de la légitimité de l'autre. Moi, je veux bien qu'on m'explique effectivement qu'à la fin, quand on aura supprimé les quelques 10 000 ou je ne sais pas combien combattants du Hamas, qu'est-ce qui restera de Gaza ? Qu'est-ce qui restera de Gaza? Ce sera Berlin en 1945. C'est ça qu'on veut? Non, il faut arrêter avant. Toutes les destructions qu'a citées ce rapport de l'ONU, c'est absolument effrayant. Je vous dis, c'est l'arrivée des Russes à Berlin en 1945. Bon, et en 1945, rappelez-vous toutes ces conséquences. Donc, il faut être intransigeant vis-à-vis des deux côtés. On a aujourd'hui à Jérusalem un gouvernement qui est un gouvernement très proche d'une extrême droite, et d'une extrême droite religieuse en plus, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est ceux-là qui repeuplent la Cisjordanie. Par ailleurs, je pense qu'il y a un véritable danger si on fait un peu de géopolitique. Le danger actuel, c'est que face à l'échec stratégique du plan de Benyamin Netanyahou dans la bande de Gaza, et ce terme-là, cette expression-là, c'est pas moi qui l'emploie, c'est par exemple quelqu'un comme Gérard Haro, qui a été ambassadeur de France en Israël et qui lui-même revendique le fait qu'il soit un libéral. Donc c'est pas un extrémiste. Il dit: c'est un échec stratégique. Face à cet échec stratégique,
la crainte des géopoliticiens, et on le voit aujourd'hui, c'est que Tel Aviv ou Jérusalem cherchent à étendre le conflit pour faire, entre guillemets, une forme de diversion. Voilà. Et depuis le début de la guerre, c'est une menace qui pèse sur la région. Je vous rappelle quand même que pendant que les combats se déroulent à Gaza, au même moment, sur la frontière nord d'Israël avec le Liban, tous les jours, il y a une guerre de haute intensité entre les milices du Hezbollah et l'armée israélienne, et qu'il y a des très fortes pression de l'armée israélienne pour intervenir, pour en finir en quelque sorte aussi avec le Hamas. Donc ce serait une forme d'extension. Et enfin, je rappelle quand même à vos auditeurs qui sont peut-être un peu loin de ces sujets-là, que le Hezbollah, derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Voilà. Donc on voit bien quand même qu'il y a par petites touches, il y a cette tentation d'Israël de vouloir étendre le conflit pour masquer son échec stratégique et pour masquer aussi son discrédit total sur le plan médiatique. Israël a perdu la guerre médiatique aujourd'hui. Alors la guerre médiatique n'a jamais été gagnée par Israël de toute façon, pardon, oui, je recoupe. Jamais. Ça a toujours été très compliqué. Ceci dit, le Hezbollah tire sur Israël depuis le 7 octobre. C'est pas la volonté d'Israël d'aller attaquer les milices du Hezbollah, quand bien même ce serait une bonne chose de s'en débarrasser aussi pour tout le monde. Le Hezbollah tire sur Israël tous les jours depuis le 7 octobre. Et ça, il faut bien le dire. Je vous entends beaucoup parler de la politique de Netanyahou. Moi, je veux bien discuter et débattre de la politique du gouvernement de Netanyahou et pas forcément de la personne. Mais pour parler de la Cour suprême ou pour parler d'autres sujets. Là, on parle d'un pays qui a été attaqué, qui a vécu un pogrom. Il y a plus de 1242 personnes qui ont été tuées le même jour, massacrées, pas tuées à la bombe. Madame, est-ce que vous m'avez écouté au tout début Alors, non, j'étais pas connectée, pardon, mais je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Je n'ose même pas imaginer qu'on puisse avoir ce genre de débat sur les terroristes du Bataclan qui ont attaqué la France. Non, mais moi madame, je débat de tout. On rentre en guerre. Madame, le terrorisme n'est pas un ennemi. Le terrorisme est un mode d'action. C'est ça qu'il faut commencer à... Attendez, laissez-moi finir. Wow. Le terrorisme est un mode d'action. Rappelez-vous que... Laissez-moi finir. Si vous voulez pas de débat, vous me le dites. Moi, je m'en vais. Non, mais si vous voulez pas. Non, mais si vous ne voulez pas de débat, bon, je m'en vais. Ne montons pas dans les tours. Pierre Gonessa, vous restez avec nous, vous poursuivez et on donne la parole ensuite à Aurélie. Le terrorisme est un mode d'action. C'est pas un ennemi. Quand George Bush décide que la guerre globale contre le terrorisme, qui est la plus grosse bêtise stratégique qu'on ait fait dans ces 20 dernières années, il va non pas attaquer l'Arabie Saoudite, puisqu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes le 11 septembre, il va attaquer l'Irak, l'Afghanistan. Alors attendez, et puis rappelez-vous ce discours extraordinaire de janvier 2002 où il va désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni un Irakien, ni Irakien, ni Nord-Coréen dans les avions. Bon, donc encore une fois, il s'est servi d'un habillage pour aller faire une guerre dont les néoconservateurs et les néo-évangéliques américains avaient besoin après le traumatisme du 11 septembre. Donc il ne faut pas être dans le même problématique. Moi, je suis né en Algérie. Quand il y a eu au début les premiers attentats du FLN et qu'il y a eu les massacres à Kolo, à Constantine, etc., tout le monde était dans la même position que vous en disant « mais c'est des terroristes, on ne peut pas discuter avec eux, il faut les exterminer », d'ailleurs en voyant l'armée. 8 ans de guerre pour arriver à quoi? À l'indépendance. Donc il faut arrêter, sortir de l'émoi. Si vous avez un rôle à jouer, c'est de dire il faut aujourd'hui traiter les deux parties avec la même intransigeance. Parce qu'encore une fois, il y a plus de morts palestiniens que de morts israéliens. Mais on ne compte pas les... Non mais attendez, on ne peut pas comparer et compter les morts. Dans une guerre, il y a des morts. C'est terrible, mais c'est comme ça. En revanche, elle n'a pas été déclenchée par Israël. Et de vous entendre dire que le terrorisme est un mode d'action, en fait, vous me laissez sans voix. Je ne comprends même pas comment je suis capable de discuter. Vous devriez lire les ouvrages importants sur la question. Le terrorisme n'est pas un mode d'action. Le terrorisme est là pour terroriser, pour faire peur psychologiquement. Il y a des moyens d'action qui sont terribles. On parle de massacres, on parle de viols, on parle de personnes brûlées, et on parle de personnes... et je ne parle même pas d'Israël, je parle de tous les actes terroristes qu'on a vécus dans le monde depuis plusieurs années. Y compris la résistance française contre les Allemands. Ce n'est pas possible non, attendez, vous ne pouvez pas comparer la résistance... C'était des terroristes pour les Allemands. Ils n'ont violé personne, ils n'ont décapité personne, ils n'ont brûlé personne.
Vous ne pouvez pas comparer. Alors, c'est incomparable, en fait, c'est juste pas possible. Je n'ai pas de mots. Pour revenir, alors on va peut-être revenir au rôle maintenant de l'Occident dans cette guerre. Maintenant on va redescendre un petit peu. On parlait tout à l'heure de guerre sans fin, justement, Mériadeck Raffray. Est-ce que l'Occident a un rôle à jouer dans cette guerre? Quel est son rôle? Alors, on voit des tas de soulèvements, de manifestations, de prises de parole diverses et variées. Aujourd'hui, quel est le rôle même de l'Europe dans ce conflit? Alors, traditionnellement, enfin, depuis quelques années dans cette région, la puissance occidentale qui avait la main sur, ou qui était un peu un arbitre ou un influenceur, c'était les États-Unis. La grande révélation de cette séquence-là, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont extrêmement à la peine pour essayer de trouver une solution, un chemin de négociation, de retour à la paix. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait des années que les États-Unis sont dans un mouvement géopolitique de retrait du Proche-Orient, du Moyen et du Proche-Orient. Ça, c'est la première chose. C'était un mouvement de fond. Et pour une deuxième raison qui est plus conjoncturelle depuis quelques mois, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont dans une campagne électorale et que à chaque fois que les États-Unis sont dans une campagne électorale, c'est une paralysie en fait de la diplomatie américaine. Et on voit bien aujourd'hui que Benjamin Netanyahou est absolument, quasiment handicapé pour pouvoir agir dans cette affaire-là. Il est sous haute surveillance des républicains et de la majorité en fait des élus du Congrès qui sont traditionnellement très pro-israéliens. Et il est en même temps challengé sur sa gauche, sur son extrême gauche, par une nouvelle génération de démocrates, et en particulier de jeunes élites démocrates, qui ne voient plus du tout les choses de manière binaire, me semble-t-il, dans cette région-là, et qui commencent à poser des questions. Et en fait, ça donne, je vais vous donner un exemple, Joe Biden, voyant l'échec en fait des dernières négociations du début du mois de mai pour libérer les otages contre une trêve, puisqu'en fait Netanyahou a dit non. À ce moment-là, il dit on va suspendre la livraison de bombes. Il dit ça publiquement. Puis une semaine plus tard, on apprend qu'en réalité, il va pas les suspendre. Il va mettre sur le tapis 1 milliard de livraisons. Donc, on est dans la communication politique et on voit que la Maison Blanche est prisonnière. Ça, c'est la première constatation. Donc, tant que cette affaire d'élection américaine ne sera pas réglée, les États-Unis seront quand même à la peine dans ce dossier-là. Et on verra ce qui se passera après. Mais d'une manière générale, ils sont plutôt en retrait et à la peine. Et puis un mot peut-être de la France. La France traditionnellement, enfin historiquement, avait un rôle important dans la région. Et la France, comme dans beaucoup de dossiers régionaux aujourd'hui, est comment dirais-je, n'a plus que la voix, n'a plus qu'une voix pour parler. Pas Nicolas Sarkozy, mais notre président Emmanuel Macron a fait une tournée très rapidement au Proche-Orient. On allait voir toutes les capitales arabes. C'était un bon réflexe. Il fallait parler à tout le monde. C'est ce que dit Pierre Conessa. Et en fait, il n'en est rien sorti. Donc, moi, je voudrais pas être trop dur avec la France, mais j'ai quand même le sentiment que la France aujourd'hui n'a plus les moyens d'agir dans cette affaire-là, si ce n'est peut-être un rôle de modérateur, et encore. Ouais, donc pas de... Votre question concernait l'Europe. Effectivement, il y a quand même quelque chose de très nouveau, c'est que 3 États ont décidé de reconnaître la Palestine, de reconnaître l'État palestinien. Oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez, le problème, et je crois que je comprends la position de Macron, qui dit si on le fait maintenant, c'est donner une espèce de prix d'honneur au Hamas, puisque ce serait le résultat de cette crise. Donc ils disent que ce n'est pas le bon moment. C'est le principe, c'est oui, mais ce n'est pas le bon moment. Donc tout ça, ce sont des arcanes diplomatiques sur lesquelles je ne vais pas me prononcer. Mais encore une fois, le front, si vous voulez, de soutien systématique à Israël qui a présidé à toutes les crises précédentes, cette fois-ci est complètement fissuré. Et en plus, les Américains sont paralysés, mais paralysés à moitié, effectivement. C'est-à-dire, on ne veut pas vous aider, mais on veut bien vous livrer des armes. C'est ça. Donc pour les Palestiniens, c'est bon de savoir que d'être bombardé par une bombe américaine, si vous voulez, c'est une bombe démocratique, quoi. Aurélie Assouline, je vous laisse conclure sur le rôle justement de l'Occident et des États-Unis, pourquoi pas, dans ce conflit. Surtout sur ce qui vient de se dire sur les 3 pays qui ont reconnu l'État palestinien. Je veux bien qu'on débatte et qu'on parle d'un État palestinien, de 2 États, Palestine, État d'Israël. Pourquoi pas, mais quelle est l'importance de pays qui reconnaissent un État que eux-mêmes ne veulent pas reconnaître depuis 1948, justement parce qu'ils ne veulent pas qu'Israël existe à leur côté. À partir de là... il n'y a pas d'ambassade espagnole en Israël? Allez, vous racontez un non, peu je parle de la Palestine.
Ouais, ben écoutez, Faut écouter. le pas est franchi. Je parle de la Voilà. Palestine. C'est le résultat de la diplomatie guerrière de depuis Netanyahou. 1948, refuse tous les plans de répartition qui sont proposés par l'ONU. Donc je veux bien que n'importe quel pays reconnaisse l'État de Palestine. C'est pas pour autant que l'État de Palestine existera tant que eux n'en voudront pas. Voilà. Écoutez, madame, on s'est prononcé tout à l'heure là-dessus. Le plus grand massacre de Palestiniens, c'est la Jordanie. C'est eux qui ont fait Septembre Noir. Bon, donc ça, pour les États arabes, si vous voulez, c'est pas moi qui vais leur donner un blanc-seing. Et sur le fond, non, recommencez pas à prendre la parole dès qu'on est en désaccord avec vous. Sur le fond, bon, alors écoutez, j'arrête. Non, c'est pas possible. Ce que vous disiez. Et arrêtez, ça suffit. Attendez, justement, elle allait compléter ce que vous disiez. Non, mais il faut écouter aussi. Poursuivez, Pierre Conessa. Oui, il nous reste 2 petites minutes. Sur le fond, les États arabes se sont tous défaits de leurs problèmes de contestation en disant « Ah, la cause sacrée, c'est la défense des Palestiniens. Mais surtout, gardez-les sur le territoire. » Donc sur cette incohérence, c'est tout à fait... Il faut la dénoncer tout le temps. Maintenant, sur le fond territorial, reconnaissez qu'entre Israël de 1947 et l'Israël d'aujourd'hui, il y a une petite extension territoriale quand même qui n'est pas négligeable. Et le fait de traiter Gaza comme un ghetto, c'est inadmissible. Parce que les Juifs sont bien placés pour savoir que quand un ghetto est massacré, il finit par se révolter. Voilà. Donc malheureusement, l'histoire ne sert pas à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je reconnais qu'Israël a gagné plusieurs territoires sur plusieurs guerres et qu'ils les ont rendus à plusieurs reprises. Voilà. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci pour ce débat très animé. Merci Pierre Conessa, Mariadec Raffray, Aurélie Assouline. En plus, il est 2h du mat', je crois, chez vous. Vous êtes loin, là, de chez nous. Merci à tous les 3 d'avoir accepté ce débat.